tous depuis donc l'Institut français. Aujourd'hui, vendredi 8 mai, bien qu'en France ce soit férié, étant donné notre confinement, on a quand même décidé d'organiser un café littéraire en compagnie donc de Bouziane Kodja qui fera le modérateur, notre invitée Hélène Ruffat qu'on apprécie toujours pour ses talents et ses connaissances sur Camus. Et alors, on a la grande surprise d'avoir Yahya Bellaskri, qui s'est aussi connecté avec nous aujourd'hui, Myriam Gobet aussi. Donc, je vous remercie tous. Je vois d'autres personnes connectées que je n'ai pas encore entendues. Mais bon, voilà, je vous souhaite la bienvenue et on va essayer de passer un bon moment ensemble, échanger. Donc techniquement, si on peut couper nos micros quand on ne parle pas, et etc., ça permettra peut-être sur les réseaux d'avoir une bonne écoute. Et donc, je vous remercie à tous. Et puis, en avant, le littéraire sur les épidémies, la pandémie, toute l'actualité, etc., etc. Voilà, bienvenue à Laura. Tiens, je te vois. Je vous laisse. Je crois qu'on a perdu Laurence. Zut, hein. Laurence? Ça doit être Laurence, non? Dimitri? Oula. Moi, je sais pas. On a perdu Laurence, il y a ce bruit, alors... Non, Laurence. Ouf. Waouh. Laurence, coupe le micro peut-être. Non, il y a quelqu'un qui sait. Est-ce que tout le monde a ce bruit? Oui. Ah, ça y est. C'est Pas parti. maintenant. Ça y est. Ok, donc on y va. Merci Laurence. Je suis heureux donc de retrouver tous nos amis, évidemment en confinement. Nous n'aurons pas le plaisir de partager une coupe, un verre de vin, une eau, mais bon, nous avons le plaisir donc de parler entre nous. Oui, et oui, moi aussi, un verre d'eau. Et donc, je salue tout le monde. Merci d'être avec nous. J'aimerais commencer par une sorte de citation d'Émile Zola qui disait la vérité est que les chefs-d'œuvre du roman contemporain en disent beaucoup et plus long sur l'homme et sur la nature que de graves et grands ouvrages de philosophie, d'histoire et de critique. Alors, j'ai perdu mon... Donc, ceci pour dire qu'en cette période de confinement, nous tenterons de revenir sur les grands romans épidémiques et les enseignements qu'ils peuvent nous apporter en cette période un peu, ou beaucoup, hors du commun. Alors, nous en débattrons principalement avec notre invité Hélène Ruffat, donc, qui est professeure de lettres, spécialiste de Camus à l'université de Pompeu Fabra. Oui, c'est ça, je ne me suis pas trompé, à Barcelone. Et évidemment, comme avant-première, nous accompagnera Yahya Bellaskri, qui sera donc l'invité du prochain café littéraire, avec lequel, donc avec Yahya, nous discuterons d'un autre sujet. Voilà, donc juste pour introduire un petit peu, nous vivons tous un moment extraordinaire. C'est vrai que, et parfois nous posons la question, comment en tirer le meilleur profit? Alors, en allant ou retournant peut-être au livre, peut-être qu'on n'a pas eu l'habitude de lire. Et par exemple, nous revenons donc aux grands romans épidémiques qui ont beaucoup à nous apprendre, comme La peste de Camus. Ce sont toujours des œuvres allégoriques. La peste, et donc Hélène va nous en parler. Pour Camus, c'est aussi, enfin, c'est le nazisme. Et des personnages avec égoïsme, avec
altruisme, notamment le médecin, le docteur Rieu. Nous avons beaucoup parlé en Espagne et en France, évidemment, donc de tout ce corps médical qui est en première ligne pour faire face à cette épidémie. Certains donc, comportements changent au cours de la quarantaine. Et cela peut nous aider, c'est-à-dire cette lecture peut nous aider, et ce débat, à penser ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est une des grandes questions que nous allons apporter aujourd'hui, parce que la pandémie actuelle a clairement une portée allégorique au-delà de ces manifestations au jour le jour que nous vivons, manifestations individuelles, chacun dans son coin. Parfois, évidemment, on parlera peut-être de la mondialisation extrême, les échanges, le virus qui s'est propagé par 3 circuits principaux. Les experts nous en parlent, la délocalisation industrielle, le tourisme, les rassemblements, enfin tout, rassemblements religieux, etc., sportifs. Et donc tout ça, il faudrait s'en souvenir. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur le Covid-19? Alors, juste pour entamer, non, je perds mes... Donc, Oui. pour entamer la discussion avec Hélène, Camus nous donne une leçon de morale humaniste dans La Peste, comme Sartre le reprochera d'ailleurs après. On évoquera un peu Giono, parce que son roman est aussi publié après la Seconde Guerre mondiale et donne de grandes leçons. Le Hussard qui est un roman d'aventure dont le héros affirme un peu son énergie et sa liberté envers et contre tous. Donc, Hélène, expérience de séparation, banalisation de la mort, le roman star du récit d'épidémie, La Peste de Camus, marque autant pour l'horreur que ce qu'il décrit et aussi pour son ton, ce ton donc étonnamment détaché. Parfois des expressions dépouillées mais méticuleuses. Un narrateur chronique raconte donc cette propagation d'une épidémie carabinée à Oran, en Algérie, ça se passe dans les années 40. Et donc, et aussi donc, un État qui est soucieux de ne pas semer la panique. Alors, que peut-on dire donc de Camus, de ce roman La Peste aujourd'hui, en comparant un peu avec le Covid-19? Bon, Bouziane, merci de me donner la parole. Comme c'est un café littéraire et que tu me l'as présenté comme ça, tu sais, moi, je n'ai pas préparé de conférence. Et vraiment, dans ce que tu viens de dire, tu as déjà abordé, j'ai calculé par contre, au moins 6 ou 8 thèmes différents et tous importants, effectivement. Pour parler de la peste et des épidémies et de la littérature et en plus le narrateur, etc. Je pense que enfin, ça serait bien de reprendre tout simplement tout ce que tu as dit, mais point par point éventuellement. Moi, ce que je me dis, un peu dans les derniers points que tu as abordés là dans ta présentation, c'est en fait, il faut commencer vraiment par l'exergue. Alors, j'ai le livre, le vieux, j'ai déjà. Ah oui. Et alors l'exergue, bon, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est de Daniel Defoe et il dit il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, voilà le pouvoir de la littérature. Hein. C'est ce que nous dit aussi un Antoine. Oui. Un Antoine Compagnon, c'est ce que nous dit aussi un Roland Barthes par ailleurs, enfin les grands théoriciens de la littérature, que la littérature nous apprend à parler. Pour Antoine Compagnon, c'est bien la formule, c'est à parler de soi et de l'autre. Moi, j'aime bien cette formule-là. Hein. C'est pas seulement apprendre pour soi ou apprendre sur soi, c'est aussi apprendre de soi et de l'autre. Et réellement, c'est le pouvoir donc de l'imagination, hein, remplacer n'importe quel emprisonnement par un autre, c'est légitime en littérature. Et comme tu as dit tout au début de la présentation, pour raisonner, pour réfléchir
et je crois que ça va au-delà des questions de morale. Donc c'est vrai qu'il y a une Oui, morale humanitaire et qui lui a été reprochée par Jean-Paul Sartre parce qu'il reprochait ce genre de morale humanitaire, d'accord, Jean-Paul Sartre. Mais au fond, il était d'accord aussi, hein, Jean-Paul Sartre. C'est pas, seulement pour la forme, il était, voilà, il a protesté, on va dire. oui, oui, oui. Et oui, parce que sinon, c'était pareil. Mais voilà, la question de morale, moi aussi, je considère que elle est secondaire. Ce qui est prioritaire, parce qu'il me paraît le plus important et le plus intéressant, et c'est ce qui Oui, apparemment fait lire le roman actuellement, c'est justement qu'on y retrouve toutes ces facettes, comme tu as évoqué là, tous ces différents moments, toutes ces différentes réactions, non, humaines, et toute cette oui, complexité de l'être humain finalement dans ce roman devant une situation comme celle-ci ou face à une situation comme celle-ci qui nous emprisonne. Et donc, comment dire, le contrepoint non, de l'emprisonnement, c'est bien sûr l'exil, comme tu dis. Hein, on est exilé de ceux qui ne sont pas emprisonnés. Et alors, oui, une réflexion, moi, que je me fais un peu au-delà finalement de ce roman, c'est que justement, actuellement, on a une situation assez inédite qui est que on est à un grand pourcentage de personnes dans le monde quand même emprisonnées pour maintenir l'image, la oui, métaphore. Et ça, c'est très inédit parce que il est difficile du coup de se sentir exilé des autres. Il y en a très peu qui sont en dehors de cet emprisonnement. Oui. Et ça, c'est vraiment une situation étrange. Hein, là, comme j'ai dit, je viens d'avoir cette réunion avec les, les membres de la Société d'études camusiennes, mais le conseil d'administration. Donc, on est une vingtaine de personnes. Et il y en avait du Japon, des États-Unis, d'Argentine, enfin bon, un peu de oui, partout. Et tout le monde est dans la même situation. Et ça, c'est actuellement, je crois que c'est le côté inédit de la situation. C'est que cette épidémie est une pandémie, elle s'est tellement généralisée que finalement, oui, on en est tous à partager ces mêmes expériences, ces mêmes sentiments, ces mêmes émotions, et que on ne sait plus très bien s'il y a quelqu'un là-dedans qui est exilé, si c'est nous qui sommes exilés mais on ne sait pas de quoi, ou s'il y en a qui sont à l'extérieur, non, et qui se sont exilés avant de se retrouver emprisonnés. On sait plus comment réfléchir oui, la situation. Hein. Je crois que là, c'est intéressant et que justement pour cette question-là, le roman de Camus ne va pas forcément nous aider, mais il nous apporte un réconfort, comme le fait toujours la littérature, par ailleurs, devant cette idée que si je considère ma ville, ma maison, là où je suis concrètement confinée, ben oui, ça ressemble à n'importe quel des personnages de la peste, hein, parce que oui, c'est vrai que une des grandes caractéristiques de la littérature de Camus en général, c'est de donner la parole justement aux plus humbles, aux personnes les plus quelconques, non. Et oui, donc, forcément, on s'identifie très très bien avec tous ces personnages. Et bien entendu, on a un personnage principal, un protagoniste, le docteur Rieu, qui est quand même essaye de sauver des vies malgré les circonstances. Et puis en plus, il s'avère que c'est le narrateur, donc c'est vraiment le personnage principal et c'est vraiment le héros de exactement, oui. l'histoire parce qu'il a témoigné. Mais justement, donc moi je crois que j'ai repris déjà pas mal de points de ce que tu as énoncé dans ta présentation, mais je vais finir avec ça parce que c'est vrai que c'est ce qui me plaît le plus littérairement parlant aussi, c'est ce rôle de narrateur du docteur Rieu qui est tellement, tellement humble et modeste qu'il ne le reconnaît pas jusqu'à vraiment la dernière page du roman et que en plus il met cette fonction de narrateur sous le titre de témoignage. C'est vraiment, je l'ai fait moi et n'importe qui aurait pu le faire. Oui, C'est pas que certainement. j'ai un mérite spécial de l'avoir fait. Or si, c'est quand même lui le héros de tout ça et de l'avoir, Oui, en avoir fait cette chronique. Mais il ne le présente pas du tout de manière héroïque. Et c'est vraiment ce et, partage oui, de l'héroïcité, on va dire, solidaire, que je trouve splendide dans ce narrateur de Camus. Non.
Voilà. Oui, Hélène, Je ne sais pas, j'ai repris plusieurs choses de ce que tu as dit. c'est très bien, Je sais c'est pas très si- bien. Justement, j'ai une question en ce sens, et ensuite, donc, on fera peut-être aussi un tour de table. Oui, Euh, Dans ce pardon. récit, comme tu viens de le souligner, il est vrai que l'épidémie physique se révèle être une épidémie aussi morale. C'est comme l'idée que l'homme porte le mal en lui-même. Alors, par la contamination épidémiologique, l'homme éclaire le mystère de sa propre identité, non? On ressent ça dans le récit de Camus. Oui, le mystère de sa propre identité, et il y a aussi associé avec ça, avec cette idée d'identité, bien sûr, on en a juste évoqué les mots principaux avec Erkia tout à l'heure Oui, quand on s'est retrouvés là. Eh ben, c'est la question de si on est coupable ou si on est victime. C'est-à-dire, ce qui est assez impressionnant quand on souffre, comme tous, on est en train de souffrir actuellement une épidémie, c'est qu'on est bien entendu des victimes de cette épidémie. Actuellement, par oui, exemple, on ne sait pas qui d'entre nous peut avoir le virus ou pas. Non, c'est vraiment, on peut l'avoir, ne pas avoir de symptômes, donc à savoir. Donc, on est si, oui, victime. On est victime forcément, même si on ne l'est pas réellement, mais on est victime a priori. Hein, on est tous victimes a priori. Mais c'est que le pire dans tout ça, c'est que pour la même raison, eh ben, on est tous coupables a priori, puisqu'on peut évidemment contaminé, on peut passer ce virus à quelqu'un d'autre. Et voilà, je crois, dirions-nous, un facteur d'identité oui, important, hein, c'est que assumer qu'on peut être en même temps tous aussi victimes que bourreaux. Hein, c'est le titre donc du texte dont on parlait avec Yahya, oui, ni victime ni bourreau. C'est pareil, c'est l'autre face de la même monnaie. C'est où on est les deux choses en même temps, où on n'est ni l'une ni l'autre en fait. Hein. Mais il faut bien voir que ça va ensemble. Que quand on est victime, on est bourreau aussi quelque part et on est coupable forcément quelque part. Et ça, c'est oui. terrible comment dire, de se rendre compte de cette culpabilité. En même temps, moi, je crois que c'est un apprentissage magnifique parce que on devient beaucoup plus modeste aussi et on se rend compte de la responsabilité qu'on a Oui, et de la solidarité qu'on doit évidemment, qui doit en découler. Hein. Moi, je le oui. présenterais comme ça. Hélène, oui, donc nous allons faire intervenir notre ami Yahya Oui, parce que il nous a, je crois, envoyé à tous les deux une nouvelle publication sur Camus. Et je sais pas, moi, je crois que j'ai envie de dire à Yahya qu'alors que la maladie se répand et que la mort rôde, la vie triomphe toujours parce que notre ami Yahya est toujours optimiste. Yahya, c'est alors que vrai. peut-il nous raconter sur donc cette dernière publication que tu nous as aimablement envoyée sur Camus? Moi, je l'ai pas eu. Mais on en discutait Ah, tout à l'heure. Euh, c'est à propos du tract paru chez Ah oui, c'est Gallimard. ça. Oui, D'accord. mhm, c'est ce texte-là, Exhortation aux médecins de la peste, qui est un très très beau texte que beaucoup de gens n'ont pas lu, mais qui était destiné aux médecins de la peste, hein, et dans lequel il leur dit, et ça m'a vraiment intéressé, moi. Vous m'entendez bien? Oui, 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 Alors ça, c'est quand il s'adresse aux médecins, il leur dit à un moment donné, il vous revient de songer à votre ignorance, d'être assuré d'observer la mesure, seule maîtresse des fléaux. Et moi, cette phrase de Camus m'intéresse au plus haut point, parce que quand la peste sort, il y a l'homme révolté qui sort aussi, en même temps. exactement, oui, Et il y a oui, les justes, qui fait partie d'un cycle entier, le cycle de la révolte. Donc c'est ça ce qui m'a intéressé dans cette exhortation. Et Camus va reprendre ce thème de la mesure tout le temps, tout le temps. Pourquoi? Et là, je rejoins la discussion de euh, ce que tu disais, Bouzien, ce que disait Hélène, c'est que pour Camus, l'homme est au centre. Il parle de la chair.
Et précisément pourquoi la peste a été très critiquée, mais contrairement à Hélène, je dirais que Sartre a fait amende honorable après la mort de Ah oui, Camus, oui, d'accord. non pas pendant. Oui, Hmm. Parce que Roland Barthes, Gilles Roy, Sartre, les temps modernes, la revue, tout le monde est tombé dessus en critiquant la peste pour dire que le matérialisme historique, c'est ça ce qui est important. Et Camus dit non, non, on ne peut oui, oui, réduire oui, l'homme à l'histoire. On ne peut réduire l'homme à l'histoire, précisément. Et ce texte de la peste, il me semble, bien entendu, c'était autour de la question du nazisme, mais c'est un symbole de beaucoup d'autres choses, de tous les autoritarismes, des fascismes et autres choses aussi. Donc, c'est l'intérêt de ce texte aujourd'hui. Moi, je veux dire que il est vivant, ce texte. Camus oui, nous parle encore. Quand on vit cette histoire de virus, de cette maladie qui est partout dans le monde, cette pandémie, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes séparés les uns des autres. Nous sommes complètement séparés. Nous sommes vivants, mais sans le rapport à l'autre. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la politesse, je veux dire, saluer, embrasser, passe par l'hygiène. C'est assez incroyable. C'est assez oui. incroyable. C'est-à-dire qu'il faut se laver les mains, il ne faut pas toucher l'autre, il ne faut pas l'embrasser, et donc se tenir loin, au moins 1 mètre, on nous dit. Et dans la peste, il y a, dans l'exhortation aux médecins, Camus le dit, c'est assez fabuleux. Nous sommes en 47 quand le texte sort. Et il le dit. Il s'adresse aux médecins en leur disant la même chose que ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc, attention, ne vous approchez pas du malade parce que vous pouvez recevoir son haleine et vous serez infecté. Attention, lavez-vous avec du vinaigre à l'époque, il disait. C'est assez. Oui. Et donc, Camus est d'une actualité brûlante. Véritablement, c'est ça qui est assez extraordinaire. Et quant au rejet de cette œuvre par les autres, donc, que j'ai cités, Roland Barthes notamment et tout, qui parle des matérialisme historique, Camus disait toujours, que si l'homme qui espérait dans la condition humaine était un fou, celui qui désespérait des événements était un lâche. C'est Wow. aussi actuel. Si, C'est d'actualité oui, aujourd'hui. Alors il faut oui. toujours espérer en l'homme. Et donc, c'est ce que nous enseigne Camus. Et nous vaincrons le Covid. C'est ce que j'avais envie de dire. Merci Yahya. Je rappelle que Yahya nous parle depuis Paris. Yahya donc est notre ami écrivain français, donc franco-algérien qui vit à Paris et il nous parle donc directement de chez lui, de Paris. Et c'est toujours un Avec plaisir Camus de derrière. l'écouter. Avec Camus derrière, exactement. Alors là, peut-être que si nos amis donc qui sont présents avec nous aujourd'hui peuvent placer donc un petit commentaire mais assez court. Alors par quoi va-t-on commencer? Moi, je pense que c'est le moment de nous demander qui sont les proches en réalité, avec qui nous allons traverser l'épreuve, qui seront nos amis, nos alliés. Car la métaphore de la guerre est inévitable. Parce que nous sommes en guerre, c'est un combat contre le virus, même si elle est impropre. Je crois que là, elle est employée par tout le monde. Tout le monde dit lutter, combattre, partir en guerre. Et donc, chacun a besoin d'alliés, je crois. Et alors, qui sont celles et ceux dont le destin quotidien m'importe à moi, donc vous tous, chacun dans son entourage, dans sa maison, quand nous sommes tous confinés. Évidemment, à partir de la lecture et donc de la peste de Camus, à partir de vos expériences de lecture, je parle donc à nos amis qui participent avec nous, et à partir de ce que nous ont dit Hélène et Yahya, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous pensez que c'est maintenant qu'il faut penser la manière dont nous changerons? Est-ce que après revenu à la vie ordinaire, ce sera trop tard? Donc, c'est ouvert. Si quelqu'un voudrait prendre la parole.
sinon, on peut peut-être continuer avec Hélène le temps que nos amis se préparent à un petit commentaire, une question peut-être à Hélène, donc notre invité, ou Yahya évidemment. Non, Hélène, c'est bien. Oui, donc Hélène, je crois qu'on revient vers toi le temps que nos amis puissent se préparer peut-être pour intervenir. Alors, toujours dans le même sens, comment Excuse-moi, va-t-on je veux juste dire quelque chose, Boudiane, et pour tous les autres. Si vous souhaitez parler en espagnol, il n'y a pas de souci, on fera une petite traduction pour ceux qui ne comprennent pas. Mais je voulais mettre à l'aise pour les questions, si jamais la question était posée en espagnol. Ah, d'accord, oui, évidemment. Au Oui, cas où. Comme on ne connaît pas les gens. oui, tout le monde comprend, je crois, tout le monde comprend l'espagnol. Yahya le comprend aussi, donc ça va. C'est parfait. Myriam aussi, donc c'est parfait. Oui, oui, merci. Quelqu'un est en train de parler? Non, on attend Hélène. Ah, mais Hélène. j'ai pas encore eu la question. Oui, je suis, je suis Non, prête à parler je quand disais, il faut répondre. Hélène, oui, je disais que c'est le moment donc de nous demander qui sont nos proches, etc. Et peut-être pour faire très bref, c'est maintenant qu'il faut penser à la manière dont nous changerons. Après, revenu à la vie ordinaire, je crois que ça sera trop tard. Donc, expérience de lecture, ce que nous avons retenu de Camus, notre expérience quotidienne par rapport donc à ce confinement, par rapport au danger du virus, allons changer? Est-ce que nous allons changer? Il y a deux choses différentes, hein. Une, c'est le roman, l'expérience que Camus nous montre, et l'autre, c'est notre réalité actuelle. Moi, je crois qu'il y a des différences importantes. Oui. Dans les deux cas, en plus, j'ai un troisième sujet qui est cette mesure dont a parlé Yahya, et qui est effectivement un concept, on va dire, très présent chez Camus, et auquel il a même attribué un nom de divinité féminine, à savoir Némésis, hein, qui était bien ça, qui était une déesse du châtiment pour contrôler la démesure, donc en fait une sorte de divinité de la mesure. Et donc, ça serait bien d'y revenir à cette Némésis. Mais bon, pour ta question directe, c'est en lien. Mais c'est vrai que c'est un raisonnement ça va pas être, tu m'as dit rapide, je crois que je vais pas pouvoir. Mais, mais pour ce qui est des alliés et pour ce qui est de qu'est-ce qui va en être après, alors le roman, et j'ai dû utiliser le pluriel parce que vous savez qu'en plus du roman La Peste, il y a cette pièce de théâtre qui s'appelle L'état de siège et que j'aime beaucoup, et si j'en parle pas, ben je peux pas. Je sais que tu ne peux pas t'empêcher. Donc, je peux pas m'en empêcher. Et donc L'état de siège met en scène, hein, sur le théâtre, le personnage de La Peste, qui est un dictateur. Mais on ne peut pas faire plus clair, quoi. Et vraiment, c'est une métaphore de une dictature, d'un régime autoritaire, dictatorial, etc. C'est clair, voilà. Seulement, le personnage s'appelle La Peste. Et aussi bien dans le roman que dans cette pièce de théâtre, on le voit davantage dans la pièce de théâtre, qui est davantage orientée à une critique, on va dire, politique, sociale politique. D'accord ? Oui. Oui, le régime, on voit bien que c'est un régime autoritaire, donc c'est pour ça que c'est davantage orienté à cette critique sociale politique de la pièce de théâtre. Mais dans le cadre du roman, on voit aussi qu'il y a une critique à ce système, non, social, humain, davantage humain, d'accord ? Et ma foi, ce qu'on en dit à la fin, c'est que on en revient exactement pareil qu'au début. On fait une fête, il y a des feux d'artifice, et puis on récupère exactement la même vie qu'avant. Il ne dit pas qu'il va y avoir des mesures sanitaires, des je ne sais pas quoi et des je ne sais pas qu'est-ce qu'on est en train de nous annoncer actuellement. Nous, c'est vraiment pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et alors, c'est pour ça que Camus dit, mais attention, on peut récupérer la normalité, mais faut bien comprendre que ce problème-là, il est en nous.
et qu'il peut ressurgir de manière violente à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il nous demande d'être vigilants. Et Oui, dans la pièce de théâtre, on voit exactement la même chose, à savoir que tous les responsables politiques de la ville, dans ce cas-là, c'est la ville de Cadix, qui sont partis, et ils reviennent, mais c'est exactement les mêmes qui reviennent, et oui, donc ils reprennent le pouvoir, exactement les mêmes, et rien n'a changé, tout revient pareil. Et la seule chose qui vraiment change, c'est que le personnage qui est comme le fou du roi, quoi, ce personnage original qui dit les vérités, mais que personne ne croit, une sorte de Cassandre masculin, si vous voulez, qui s'appelle Nada. Il a le nom en oui, espagnol, Nada, donc c'est un nihiliste réellement et un ivrogne de surcroît, non, pour rajouter à cette image de personne qui dit n'importe quoi, de déraisonnable, mais qui finalement dit toutes les raisons du monde. Eh bien, ce personnage-là, qui était tellement présent dans la société de Cadix au début de la pièce de théâtre, à la fin, quand il voit que tout revient et que tout est absolument pareil, il décide de se suicider réellement, il se jette dans la mer. D'accord. Et c'est oui, ça ce qui change, c'est que finalement, cette partie de déraison qui nous apporte la raison, on l'a perdu quelque part. Ça, c'est dans la pièce de théâtre. Et ça, moi, oui, je crois que c'est aussi une menace, un risque, si vous voulez, qui pend, non, comme l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, de la même manière que le risque que le bacille revienne est toujours là. C'est vraiment, oui, est-ce qu'on apprend les leçons? Eh ben, apparemment, c'est pas ce que nous dit Camus, si vous voulez que je vous dise, d'accord? oui, Euh, oui. Tout revient exactement au même. En revanche, dans la situation actuelle, moi, ce que je me dis depuis le début, c'est que c'est malheureux quand même qu'on lise La Peste alors qu'on est dans une épidémie, parce que justement, La Peste de Camus nous parle, comme on vient de le dire à plusieurs reprises, non, d'autres choses aussi, de tous ces régimes autoritaires, dictatoriaux, etc. Donc, Oui. voyons voir, est-ce que ça ne serait pas aussi parce que, justement, en plus de la peste et de l'épidémie, on est en train de souffrir cette autorité du pouvoir qui s'impose à nous et qui nous interdit de sortir et qui nous met des franges horaires et qui, etc., nous interdit de nous saluer en nous embrassant. C'est quand même terrible, ça. Et Oui, ça, c'est une question. Et encore une autre question que je poserais, c'est avec les moyens actuels, mais il y a des médecins qui en ont parlé, des sociologues, des anthropologues, enfin, toutes sortes de scientifiques qui en ont parlé et qui ont dit, voyons voir, on pouvait prévenir cette situation et on n'avait absolument pas besoin de nous mettre tous en confinement. C'est absolument pas vrai. Et voilà, on s'est retrouvé à réutiliser des méthodes médiévales, hein, alors qu'on est quand même au XXIe siècle. Et là, il y a une indignation, une sorte de révolte de ma part devant cette constatation des faits. Je veux dire, on n'avait vraiment pas besoin de ça, à moins que, effectivement, on veuille démontrer que le régime politique sous lequel on se trouve, finalement, il est quand même aussi très autoritaire. Hein. Et c'est là, moi, je trouve que, voilà, c'est là où je m'indigne, vous le voyez, je revendique, etc. Et je me dis, voyons voir, peut-être que finalement, si on est en train de lire cette peste de Camus, c'est pas tant parce qu'on a cette épidémie à cause d'un virus, mais c'est parce qu'on ressent réellement cet autoritarisme qui nous impose, non, enfin, qui nous limite dans nos libertés, quoi, qui nous impose de oui, perdre des libertés. Comment faire pour obliger les gens à renoncer à leur liberté? Bah tiens, on va leur dire qu'il y a un méchant virus et qu'il faut absolument qu'ils se renferment. Je dis, bah, chapeau, qu'est-ce que je te dise? En plus, ils y arrivent, on se révolte pas pour autant. Là, je peux. Merci, oui. hein, merci de me laisser parler, quoi. Il y Mais a au bien moins sûr, mais tu es ce là pour moyen ça. d'expression. Il y a Tu au es moins là la pour ça. possibilité de s'exprimer librement, quoi. Mais, Exactement. c'est pas partout. Hein. Et Bouziane, vous le savez tous les deux très bien, parce que vous êtes aussi dans le journalisme, hein, et vous savez que c'est pas partout qu'on peut s'exprimer librement. Hein. Donc, Oui, voilà, je pense que ça, c'est la différence que je ferais entre quels sont nos alliés, mais il n'y a que nous-mêmes, hein, pour nous aider. Et donc, les personnes qui pensent aussi qu'elles ont été atteintes dans leur liberté, forcément, on va se solidariser entre nous, c'est certain. Mais évidemment. je crois que
c'est au-delà de ce que nous dit simplement et de manière schématique, je crois, le roman de Camus. Certainement, Hélène, je crois, lire encore une fois La peste de Camus va donc conjointement avec ce confinement parce que cette expérience nous transformera, nous en sortirons différents, ça c'est sûr, comme les personnages de ce roman. La peste de Camus, le choléra de Giono, ce sont des épreuves qu'il vaut mieux ne pas traverser seul, mais en communion. Nous sommes en train de le faire d'une manière virtuelle, nous, aujourd'hui. D'autres le font d'une manière spirituelle, d'autres avec les valeurs familiales, etc. Le hussard de Giono comme la peste, dans lesquels la figure d'un médecin incarne l'altruisme. Et c'est extraordinaire. Et montre aussi les limites de l'individualisme. C'est-à-dire que bon, demain, peut-être que nous arriverons à vaincre cet individualisme que Yahya disait. Donc, on pourrait même plus s'embrasser, se saluer comme avant. Il faut attendre longtemps pour que cette sociabilité revienne. Bon, tout ça juste pour faire une petite réflexion et passer au domaine donc plus sociologique de cette question. Pour ouvrir aussi peut-être le débat avec nos amis, si donc il y a des interventions. Sinon, on revient vers toi. Et peut-être vers Yahya, oui. Je veux dire quelque chose, non, pour aller dans le sens de Hélène. Je voudrais vous lire un extrait très court de texte de Camus, Ni victime ni bourreau, qui est paru en 1948, où il disait, je le cite, « Naturellement, ce n'est pas la première fois que des hommes se trouvent devant un avenir matériellement bouché, mais ils ont triomphé ordinairement par la parole et par le cri. Ils en appelaient à d'autres valeurs qui faisaient leur espérance. Aujourd'hui, personne ne parle plus, sauf ceux qui se répètent, parce que le monde nous paraît mené par des forces aveugles et sourdes qui n'entendent pas les cris d'avertissement ni les supplications. Quelque chose en nous a été détruit par le spectacle des années que nous venons de passer. Et ce quelque chose est cette éternelle confiance de l'homme qui a toujours fait croire. Vous m'entendez, non? Oui, maintenant c'est bon. C'est bon, oui. Non? Vous n'avez pas entendu l'extrait? La fin, la première phrase. Les deux dernières phrases. Enfin, c'est le début du texte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce que dit Camus, c'est cette histoire que chaque fois l'homme a été en face d'un certain nombre de fléaux, de problèmes politiques, guerriers et tout, mais aussi d'épidémies. Ce qu'on appelle improprement la fièvre espagnole. Je pense qu'il faudrait lui changer, lui donner son vrai nom, parce que ce n'est pas la fièvre espagnole, qui n'est pas venue d'Espagne. On le sait, bon, on ne va pas rentrer dans cette considération. Le choléra, le typhus et toutes les autres épidémies. Donc, les hommes ont eu à les affronter. Celle-ci aussi. Mais ce qu'il y a derrière, ce que tu soulevais, Hélène, c'est toute cette propension politique à vouloir diriger les hommes et diriger leur vie. Or, ce qui nous ramène à la question de la finitude. Toujours à Camus, on revient à Camus, et de l'infini du monde. Nous sommes depuis un certain nombre d'années, depuis le milieu du XXe siècle, juste après la Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans une frénésie scientifique, de découverte technologique incroyable, assez extraordinaire. Tout change absolument chaque jour. Vous achetez un produit aujourd'hui, le lendemain il a changé, avec d'autres caractéristiques. Et l'homme, là, se voit tout puissant grâce à la science, tout puissant, et il agresse tout. Il agresse la nature, il agresse les animaux, il agresse tout. La forêt amazonienne, on en parle maintenant depuis quelques années, mais ailleurs, partout. Cette force presque inhumaine de l'homme alliée à la science fait de nous qu'aujourd'hui, nous sommes totalement désarmés. Or, il est bien évident que cette pandémie va nous changer, qu'on le veuille ou pas. Et elle nous change, mais il faut faire attention. C'est là que notre liberté va intervenir. C'est là qu'on va se séparer en clans, en deux clans. Ceux qui ont
pour, pour centralité l'homme et la sacralité de la vie, et ceux qui veulent que l'homme disparaisse. J'exagère quand je dis cela, mais en fait, c'est cela la question. Et donc, il faut absolument réfléchir à l'après. Effectivement, c'est très juste la question, Ouziane. Elle est très juste et elle est importante. C'est quoi l'après? C'est nous rester. Là, nous avons un moyen technique pour parler, pour discuter entre nous. C'est très bien. Mais est-ce que notre vie sera celle-ci? Non. Il faut absolument retrouver. Et c'est là où la question de l'autre revient. La présence de l'autre. S'il n'y a pas l'autre, je n'existe pas, je ne suis pas. Fondamentalement. Et Camus le dit, pas de cette manière-là, mais il le dit de manière très forte, la chair. Je dis, ce mot est d'une résonance extraordinaire, la chair. Parce que c'est fondamental. Et l'homme n'existe que parce qu'il y a l'autre. L'individu n'existe, disons, que parce qu'il y a l'autre. Être, c'est qu'il est là. Il est là. Et donc, à ce moment-là, Dimitri. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Donc, Oui, voilà, oui. c'est une vraie réflexion qu'il faut entamer dès maintenant sur l'avenir. Oui, Yahya, pour abonder dans le même sens, il faudra s'en souvenir de tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que le Covid-19 dramatise la réflexion que nous devons avoir sur. Il y a un problème avec le micro de Dimitri, j'ai l'impression. Dimitri, oui. voilà. Et peut-être que Dimitri souhaite parler. Faites-nous savoir. Excusez-moi, je vais vous couper parce que j'ai un message d'une ancienne élève de l'Institut français qui s'appelle Carmen, qui ne peut pas communiquer avec nous tout de suite parce qu'elle travaille, mais qui est donc extrêmement présente à l'écoute de ces échanges. Et donc, elle nous dit, je tiens quand même à vous le signaler, qu'elle est en train de finir le bouquin Correspondance de Gallimard. Et justement, elle précisait qu'on se rend vraiment bien compte de la personnalité donc, de Camus. Avec, Correspondance entre Camus et Maria Casares, je pense. D'accord. Et elle a donc une question à vous poser. Il y a un chien. Elle a une question. Maru. Oui. Oui. Les chiens ont le droit de sortir. Exactement. Carmen a une question à vous poser. Vous y avez un petit peu répondu, mais bon, je tiens quand même à la préciser. C'est donc, alors je vais quand même vous la lire, ce sera plus simple. Donc Carmen nous dit, croyez-vous que Monsieur Camus aurait-il vécu le confinement et la pandémie avec les moyens médicaux existants qu'aujourd'hui avec les moyens médicaux existants de son époque? Hélène? Ça rejoint un petit peu ce qu'Hélène nous a dit tout à l'heure, mais pensez-vous que Monsieur Camus donc aurait-il vécu un confinement aussi lors de la pandémie avec les moyens médicaux existants de son époque? Je ne comprends pas bien s'il faut extrapoler ou si on demande s'il a eu réellement cette expérience. D'après ce que je peux comprendre, j'aurais plutôt pensé avec les moyens médicaux de l'époque. Pensez-vous vraiment qu'on puisse faire un confinement ou une pandémie? Enfin, c'est clair que l'expérience qu'il transmet dans le livre, dans le roman de la peste, c'est une expérience qu'il a eue, mais qu'il a eue avec la guerre, et donc c'était un exil, et un exil physique réellement, puisque il était quand même éloigné, donc il était en France et il avait dû laisser partir, s'exiler d'Algérie, hein, alors que quand même il tenait beaucoup à sa terre d'origine, hein. Et donc il a connu cet exil,
et il a connu cet isolement dans ce qui est la résistance. Et donc oui, c'est une expérience qu'il a connue à sa manière dans ces conditions de guerre et de résistance au nazisme. Hein. Et ça, c'est très présent effectivement dans le roman de la peste. On comprend que ces personnages qui sont des résistants à la peste, hein, à l'épidémie, sont des rappels d'expériences personnelles. Ça, c'est sûr. Donc, s'il y avait eu une épidémie, ben, probablement, comment dire, la réaction serait similaire au personnage. Le problème de l'épidémie, c'est qu'elle est encore plus diffuse, si vous voulez, que ce qui peut être une idéologie politique, c'est certain. Hein. En tout cas, là, c'est ce que nous voyons avec le virus. On le voit pas, personne ne sait exactement quel test fonctionne pour savoir s'il est là, s'il n'est pas là, il mute, on ne sait pas, enfin bref, il nous met dans une situation d'ignorance vraiment impressionnante à tous les niveaux, c'est-à-dire forcément déjà les médecins et les chercheurs ont du mal à identifier. Et alors, ce qui nous arrive quand on n'est pas dans le milieu médical, ben c'est des informations tellement filtrées qu'on ne sait plus trop quoi en penser. Et cette désinformation est tout à fait fantastique pour politiquement parlant, pour nous obliger à être obéissants. Ça, c'est vraiment très bien trouvé, on va dire, comme manipulation politique. Et ça, c'est clair que je pense qu'il y aurait des voix comme celle de Camus actuellement, non? Camus aurait une voix pour le dénoncer quelque part. Il faut vraiment dénoncer cette double utilisation perverse de la situation politiquement parlant. Moi, je crois que oui, il faut rappeler, Hélène. Camus, Hélène, il faut rappeler que le confinement, donc. Hein, par rapport, malgré son exil, etc. Mais donc, s'il avait été obligé de se confiner comme nous tous, vous êtes tous d'accord que sa force et autres l'auraient permis de rester confiné. Mais comme nous tous, parce qu'on on accepte tous d'être confinés pour des idées de responsabilité. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas vous, mais moi, je veux dire, c'est vrai que je sortirais dans la rue sans masque ni rien, mais finalement, je me dis, bon, je le mets quand même, mon masque. Les gens ne pensent pas que moi, je peux transmettre le virus. Je ne sais pas si je l'ai ou je ne l'ai pas, donc c'est vrai que... mais oui, donc je me sens responsable vis-à-vis des autres. Et c'est là cette idée dont on parlait aussi, hein, intégrer l'autre dans ses pensées, dans ses comportements. C'est ça aussi, hein, c'est cette idée de responsabilité envers l'autre, pas seulement envers sa propre santé, bien sûr, c'est pas seulement ça. Notre santé individuelle, elle dépend forcément des autres et encore plus dans une situation comme celle-là. Ça, je sais pas si tout le monde, mais je veux être positive, hein, et individuellement, oui. D'ailleurs, voilà une phrase de Camus aussi qui disait que il était très pessimiste quant à la société humaine, mais que il était très confiant et il avait bon espoir quant à l'être humain. Hein. Il faisait bien la différence entre les deux choses, et je crois que ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, bien sûr, il y aura beaucoup de personnes, et ça, je veux être optimiste que ce soit vraiment beaucoup de personnes qui vont comprendre ce besoin, et peut-être qu'avant, elle n'y avait pas réfléchi tout simplement, et là, on peut comprendre ce besoin de tenir compte de l'autre, parce que finalement, on est dépendant. Je ne peux pas être, comme a dit Bouziane, non, ou je ne sais plus si c'est Bouziane ou Yerka, je ne sais plus, mais on l'a déjà dit, non, je ne peux pas être si je ne tiens pas compte de l'autre, je ne suis rien sans l'autre. Bien sûr, c'est Yerka qui avait souligné cela. Oui, et c'est ça. Oui, j'ajouterais que... On a Dimitri, messieurs, dames, excusez-moi, je vous coupe toujours, mais on a Dimitri qui souhaiterait intervenir. Ah, voilà. Ouais, vas-y. Dimitri. On m'entend. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bon, j'aimerais d'abord dire à M. Bouziane de continuer à embrasser ses proches, de continuer à faire un abrazo
parce que c'est vraiment dans notre ADN profond de l'humain. On est humain, on est social, c'est défini. On ne peut rien, c'est notre biologie. Et je ne peux que abonder dans le sens d'Hélène et de M. Yaya. Et je vais pousser le pion juste un peu plus loin. Ce qui est de plus terrible dans cette hystérie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est que on va nous transformer en ennemis l'un de l'autre. On va se méfier de son voisin. On va se méfier de l'autre. Et c'est terrible. C'est contre nature. Même les animaux, il y a un attroupement d'animaux pour affronter l'autre, pour partager. C'est incroyable. Avec le mot terrorisme, on nous a déjà entraînés à nous méfier. Mais imaginez maintenant, là, on va rencontrer là et on va changer de trottoir. Mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et je pense, parce que M. Bouziane a fait aussi appel à est-ce qu'il s'agit de guerre ou pas guerre. Par contre, ça c'est voulu. Ça c'est bien évidemment voulu. Maintenant, l'impact est mondial parce que la technologie le permet. Et je vais citer quelque chose de très concret. Ce qui m'a le plus frappé dans toute cette histoire, c'est qu'un monsieur qui est un ministre étranger d'un grand État a dit, je le cite, « ce n'est qu'un exercice réel ». Et là, je rejoins M. Yaya quand il a dit « c'est une allégorie au nazisme ». Oui, on veut quelque part un contrôle total. C'est même incroyable de se méfier de l'autre, de ne plus pouvoir faire un abrazo, de ne plus pouvoir chérir nos proches. Imaginez ne pas embrasser grand-père. Et on parle de la grippe, bon sang. Si on parle de la peste, c'est autrement beaucoup plus dangereux. Autrement, nous-mêmes, un parent protégerait ses enfants. Mais là, c'est la grippe. Et tout le monde répète la grippe. Et qu'est-ce qu'on est en train déjà de constater? Elle est beaucoup plus contagieuse que la grippe saisonnière, mais aussi mortelle. On parle de quoi? Voilà la donnée de base. C'est une grippe plus contagieuse et aussi mortelle que la grippe saisonnière. Mais vraiment, vraiment, d'après moi, et je terminerai pour permettre aux autres aussi, le plus grand danger, et ça rejoint au-delà du nazisme, c'est 1984, c'est de me méfier en me baladant de l'autre. Ça veut dire qu'on ne peut plus se réunir à 30 000, partager le foot. J'allais dire, mais c'est la folie. 5 000, imaginez voyager dans un train où on est espacé d'1 mètre. Mais là, c'est la réussite totale. C'est la réussite totale. Vu de l'univers, on va être comme sur un échiquier séparé par 1 mètre de distance. On va faire, et le monde va se transformer en échiquier avec des masques. Et j'ai craint pour ceux qui veulent nous dominer, ils ne vont pas nous reconnaître pour la reconnaissance faciale. Merci. Merci Dimitri, merci pour ton intervention. On continue peut-être avec les interventions de nos amis. On n'a pas entendu quelqu'un. Fina Salor. Fina. Monsieur Fina Salor. Oui, le micro est fermé là tout de suite, je vois. Ah, ça y est, elle a ouvert le micro, je pense. ¿Me oís? Sí. 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 Hola. Muy Bueno, bien. es porque no lo domino. Hola, buenas tardes, José. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Josefina. Pues no sé, yo estoy, me parece muy interesante todo lo que decís y estoy de acuerdo con estas últimas palabras que
toda la desconfianza que esta situación puede generar, que es muy complicada realmente. Sí, sí, sí. Bueno, Bien. gracias. Gracias, Josefina. Gracias. Il y a une voix, je ne sais pas. Oui. Ah, Josefina. ¿No? Sí. Sí, querías añadir algo. No, estoy, Vale, estoy gracias. escuchando. Gracias. Vale, perfecto. Est-ce qu'on a une autre intervention, peut-être? Une question? Non, je voulais Donc, remercier oui. Dimitri de son intervention qui en même temps fait quand même assez peur lorsqu'il nous dit que donc cet éloignement entre les uns et les autres, je voudrais juste espérer que ce ne soit qu'un temps de quelques mois et qu'ensuite tout revienne à la normale. Si on parle effectivement que d'une grippe contagieuse, peut-être que quand même ce virus arrivera à s'exterminer tout seul par des. Et tu sais, Laurence, pardon. Oui, j'allais dire. Oui, vas-y, Hélène. Oui, j'allais dire, tu sais, Laurence, ici en Espagne, tu l'as entendu, hein, il nous parle d'une nouvelle normalité, ce qui veut absolument rien dire, puisque si c'est nouveau, c'est pas normal, hein. Et, exactement. Et puis alors en plus, ça veut rien dire du tout que cette nouvelle normalité. Et c'est ça qui est vraiment très inquiétant pour les personnes qui sont dans le monde de l'enseignement comme moi. Sincèrement, moi, j'arrive pas à m'imaginer ça, quoi. Les cours, alors à l'université, vous savez, c'est les amphis avec plein de monde. On a encore cette chance en littérature française, il y a encore plein d'étudiants. Donc quoi, je vais déjà pas les avoir tous parce que si j'ai des groupes de normalement 70-80, la moitié éventuellement, peut-être même pas. Et en plus tous avec un masque, ça veut dire quoi ça? Et moi-même en train de faire cours, comment ils vont parler, comment on va je préfère faire cours sur Internet comme je fais maintenant. Hein, sincèrement, je l'ai déjà dit. Hein, je dis, tant pis. Je crois que je suis en train de me rendre un mauvais service à l'éducation publique comme ça, mais bon, pour l'instant, je pense aux étudiants qui ont payé leur inscription et donc qui ont bien droit à ce qu'on leur partage avec eux quelque chose, et c'est ce que je fais. Mais sincèrement, la perspective de faire cours dans des conditions comme ça, qui seraient des conditions adoptées forcément sur au moins une année universitaire dans notre cas, d'accord? Moi, ça m'inspire aucune confiance parce que je pense que si c'est adopté pendant une année, eh ben, tiens-toi bien que ça va bien se multiplier après. Hein, enfin, moi, c'est vraiment un risque qui me soucie. C'est vrai. Et puis, après, je me disais, bon, je peux continuer sur autre chose. Oui, bien sûr, je t'écoute. À propos de Giono et de ça, et c'est ça sur les toits, parce que en fait, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil une épidémie de choléra et une épidémie de peste ou de virus. Oui. Et vraiment, il est allé chercher vraiment la méchante épidémie là avec le choléra Giono. C'est comment dire, celle la plus monstrueuse des épidémies. Alors là, pour le coup, on comprend bien que c'est l'autre l'épidémie, que c'est elle l'ennemi. Et forcément toutes les personnes qui en sont malades de ce choléra. Et physiquement, pourquoi on le comprend bien? Parce que physiquement, le choléra, et c'est pour ça que ça s'appelle choléra, déforme, défigure les gens, c'est-à-dire les déshumanise. Et c'est pour ça qu'elle est si monstrueuse, d'accord? Physiquement, cette maladie déshumanise les personnes qui en sont malades. Donc, du coup, la conclusion de Giono, c'est que, alors j'ai noté, le choléra révèle la saloperie humaine, il disait. Oui. Hein? Oui. On est quand même loin de la solidarité de Camus qui apparaît dans la peste. C'est ça ce que je veux dire. Forcément, c'est-à-dire, c'est des épidémies dans les deux cas vrais, mais c'est pas du tout avec le même objectif. Mais Camus nous dit, pas seulement là, c'est vrai, Camus nous dit, il y a les deux choses. Il y a la saloperie, parce qu'on a quand même un cotard qui est pas mal salaud, d'accord? Mais en plus, il y a la solidarité. Et il veut nous montrer les deux faces de la même monnaie, comme il fait toujours. Hein, il fonctionne toujours par système dichotomique où il faut voir les deux faces en même temps. Et après, moi, l'autre
auteur que j'aime beaucoup, qui a présenté aussi une sorte d'épidémie qui n'est pas du tout connue médicalement. C'est Saramago, José Saramago, Oui, dans son traité sur l'aveuglement, c'est ça en français, ceguera en espagnol, oui, et l'aveuglement, c'est il me semble. absolument, moi c'est en français, c'est l'aveuglement, je crois, oui. Et c'est vraiment un livre, moi, qui m'a passionnée parce que on voit toutes ces étapes vraiment qui se succèdent pour Oui, enfoncer toute la solidarité humaine et toute l'humanité réellement, non? Ce rapport à l'autre, justement, dont on parlait. Et il n'y a qu'une femme dans tout ça qui survit et qui arrive un peu à rétablir les choses, mais tous les gens sont pris d'un égoïsme terrible, hein. Et là, il y a des changements dans cette société que décrit Saramago dans son aveuglement. C'est vraiment une progression vers la noirceur, et c'est pour ça que c'est l'aveuglement aussi, non? Terrible. oui, Et alors oui, alors j'ai noté. Euh, il y a le médecin de l'aveuglement qui dit ce qui est difficile, ce n'est pas de vivre avec les gens, dit le médecin, c'est de oui, les comprendre. Alors, les oui, comprendre, c'est ça, c'est être dans cette communication, être dans ce dialogue. Et après, oui, un peu plus loin, il y a encore une autre citation que j'aime beaucoup, qui nous parle de ces réponses qu'on demande, non? On pose des questions, on veut avoir des réponses. Et puis alors, le texte dit les réponses ne viennent pas toujours quand elles le devraient. Et il arrive même souvent que la seule réponse possible soit de rester simplement à les attendre. C'est le monde complexe de Saramago que j'aime beaucoup. oui, Euh, et voilà. Et pour finir, de Saramago encore, celle-là qui nous parle de cette question de être et qui dit qu'il y a en chacun de nous une chose qui n'a pas de nom. Et cette chose est ce que nous sommes. Alors, bien sûr, vous savez que Camus disait cette phrase, c'est dans l'âme révoltée, je me révolte, donc nous sommes, mais parce qu'on va parler de cette possible influence de la révolte individuelle sur le collectif, sur la société, c'est possible. C'est pas que ça arrive toujours, mais c'est possible. Hein. Il faut le souhaiter, voilà, cette influence. Donc je me révolte, donc nous sommes. Ojalá, ça arrive plus souvent. Mais ici, ce qu'on nous dit bien clairement, c'est je la relis parce elle est profonde, je l'aime beaucoup. Il y a en chacun de nous une chose qui n'a pas de nom, et cette chose est ce que nous sommes. Donc cette partie cachée, cette partie plus monstrueuse, inconnue, sombre, non, qui est en nous, le côté sombre de notre personnalité, de notre identité, eh ben, c'est ce que nous sommes. Et on a du mal, évidemment, à mettre un nom dessus, l'identifier. Ça, c'est Saramago. Hein, mais bon, je crois que son aveuglement est un excellent exemple aussi d'épidémie. oui, oui. Hélène, moi, je voudrais juste rappeler, il faudrait qu'on s'en souvienne hein, de ces pandémies, de ces épidémies, de ce Covid-19, etc. Parce que tout ceci donc dramatise la réflexion que nous avons sur nous-mêmes, sur nos liens sociaux, mais aussi sur l'avenir de la planète. Alors, la littérature consacrée aux épidémies passées permet peut-être de donner à celle d'aujourd'hui un sens qui dépasse notre expérience, qui dépasse même peut-être nos espoirs. Et tout ça, je crois que ce confinement, c'est la peur de la contagion, etc., que nous soyons enfermés ou nous sortions donc chaque jour pour aller travailler. Je crois que enfin, tout ça doit nous mener à voir un peu plus loin les exigences de la survie. Je crois que c'est Yahya qui a dit nous vaincrons, non? Comme toujours. Je peux dire quelque chose? Et tâchons de les transcender, je crois. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Je veux dire Alain, qu'il y a quelque chose quand même qui est évident, c'est que c'est une véritable maladie. Là. Le Covid-19, c'est un virus qui est dans le monde entier et qu'il y a des femmes, des hommes qui meurent, des jeunes et des moins jeunes.
et que ce virus se propage très très vite. Hélène parlait de responsabilité. Oui, la responsabilité, bien sûr, parce que en se protégeant, on protège l'autre. Mais cela n'empêche pas d'être vigilant, précisément dans son rapport, dans notre rapport que nous avons aux politiques et au pouvoir politique, précisément. Quand on voit que Orban en Hongrie a profité de cette situation pour imposer des lois, mais liberticides complètement, et que dans d'autres pays aussi, dans d'autres pays également. Quand on voit que partout on veut tracer les communications des personnes malades, donc là, il faut être totalement vigilant. Quand on voit que dans plusieurs pays, on met des numéros pour que les gens puissent appeler, donner une information ou parler, et que les gens s'en emparent, en tout cas en France, à 75% pour la délation, c'est dément. Et ça se passe dans plusieurs pays. C'est-à-dire que les gens appellent, disent ben, j'ai vu un papy avec ses petits-enfants dans la rue, c'est pas normal qu'ils sortent. J'ai vu tel faire ça. Là, en ce moment, c'est là qu'il faut être vigilant. La réflexion, bien sûr qu'il faut. La réflexion a commencé, mais il faut du temps. La littérature, il lui faut du temps aussi. C'est le temps, ça va venir. Bon, parce que chaque fois, mais ce que la littérature a à nous offrir, c'est d'approcher le réel, de l'approcher parce qu'on ne peut pas connaître le réel entièrement, on ne peut pas le maîtriser, mais on peut d'approcher. Et nulle science n'a réussi à nous expliquer le mystère du monde. Nulle. Aucune science n'a réussi à faire ça. Sauf le poète qui approche. Le poète, parce il fait le pas de côté. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est la littérature. Pourquoi Camus nous parle aujourd'hui? Pourquoi Giono nous parle? Précisément parce qu'ils sont sur la ligne de crête du poète. Ils sont poètes et c'est ce qui fait la différence. Ils peuvent nous approcher ce mystère de la vie et du monde, cette complexité du monde. Là aussi, mais il faudra du temps. Je crois que c'est un peu, sauf qu'il faut être vigilant. Voilà. Merci, Aya. Ça, c'est aussi la leçon de l'Ecclésiure. Vous l'aviez mis là parmi vos noms dans l'annonce de ces histoires d'épidémie et dans sa quarantaine, hein, justement. La leçon qu'on en tire, c'est que c'est qu'à travers la littérature, et en particulier là, c'est Rimbaud et la poésie de Rimbaud, c'est pas n'importe quoi forcément, mais qu'à travers la littérature qu'on peut, comme dit très bien Yahya, appréhender ce réel le mieux possible, et dans ces différents moments, c'est-à-dire et le passé, et le présent, et le futur. Ça, c'est intéressant comme lecture de la quarantaine de Clésio. Oui, donc je crois qu'on pourrait il nous reste à peine quelques minutes s'il y a une dernière intervention de la part de nos amis. Sinon, je vais clôturer par une petite recommandation de lecture et on voit s'il y a une intervention. Bien, donc nous allons essayer de conclure avec toi, Hélène. Yahya peut-être aussi. Hélène nous a quittés. On t'a perdu. On te retrouve, oui. On t'a perdu, Hélène. Est-ce que tu nous entends maintenant? Oui, moi je perds Bouziane. Oui, moi je vous entends bien maintenant, oui. D'accord. Donc je disais, Hélène, que il nous reste quelques minutes, donc nous allons essayer de conclure. Et donc voilà, c'est à toi. Pardon. Une conclusion. Je ne sais pas, j'en étais restée aux recommandations de lecture, tu sais. Bien. Okay. Parce que ça peut être une manière de conclure. Oui. Parce que moi, il y a un texte, alors en regardant, je me suis dit, je vais quand même voir un petit peu pour préparer le café littéraire d'aujourd'hui. Et alors, sincèrement, je le connais pas le texte, j'ai pas eu le temps de le lire non plus. Mais alors, Pagnol a écrit un texte qui s'appelle Les Pestiférés. Je sais pas si quelqu'un ici l'a lu. Tu l'as lu, Boussiane, toi, Les Pestiférés de Pagnol? Oui. Moi, j'aime beaucoup Pagnol. Ils disent. Oui, en voilà. 77. Et alors? Oui. Exactement. Et je pense que ce côté humour, hein,
qu'il apporte à la question. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, ce que ça provoque, l'enfermement, et si j'ai bien compris, non, ce que provoque l'enfermement et ce confinement dû à à la peste, dans ce cas-là, Oui. et ben c'est une recrudescence justement des relations sexuelles. Et alors, non, si j'ai bien compris, il y a dans la ville fermée, ben voilà, le boulanger trompe sa femme avec la poissonnière. Enfin, je sais pas, il y a toutes sortes d'échanges qui Oui, se passent oui. dans la ville et expliqué à la manière Pagnol, c'est vraiment très drôle. Et alors, moi, j'ai noté aussi une citation là, c'est que Maître Pancras le consola, donc il console, je sais plus moi si c'est le poissonnier ou qui, mais enfin bref, Maître Oui. Pancras le consola en lui expliquant que la crainte de la mort exaltait toujours le sens génésique, comme si un être qui se croit perdu faisait un grand effort pour la reproduction de sa personne afin de triompher de la mort. Je trouve ça encore plus optimiste que Yahya, voilà. Exactement. Mais alors Oui. justement, ce qui est terrible, c'est que dans la situation actuelle, nous, ce que nous vivons, c'est qu'on nous interdit. Évidemment, si on est marié à la maison et qu'on a notre mari, dans mon cas, on n'a pas trop de soucis à ce niveau-là, non? Mais si Oui. c'est pas le cas, les personnes qui habitent seules, ben, franchement, je trouve que là, ils font fort. Parce qu'on est même en train de nous interdire ça, quoi. On a cet effet génésique, on peut même pas le ressentir, quoi. C'est vraiment, je suis, comme j'ai déjà dit, indignée avec ça. Et c'est vrai aussi que c'est pas du tout ce qu'on voit dans le roman de la peste de Camus, puisque c'est la même situation que dans la peste de Pagnol, quoi. Et ils sont enfermés dans une même ville, donc les gens peuvent avoir les rapports qu'ils veulent entre eux, Oui. hein, réellement. Oui. Donc, bon, je crois que notre situation est pire que celle des personnages de la peste de Camus. Voilà ce que moi ma conclusion et que c'est bien qu'on le lise, mais pas pour la peste elle-même, mais pour plutôt le système autoritaire qui nous oblige à avoir ces comportements absolument liberticides. Quelqu'un a dit le mot, je crois que c'est toi, Deuxième. Voilà, Oui. ça oui. Yahya, un petit mot rapide. Ah, je l'entends. On n'entend pas. Ah, maintenant? Vous m'entendez? Oui. Camus, alors il faut revenir à Camus. Camus disait tout notre royaume est de ce monde. Et j'ajouterai, il est que de ce monde seulement. Complètement. C'est de ce monde. Donc il nous appartient précisément de le faire, Exactement. ce monde. Et peut-être qu'un jour, c'est la réflexion, le travail, partout dans le monde, on va réfléchir à faire en sorte que ce monde soit moins brutal, moins violent, moins agressif envers ceux qui souffrent, envers la nature, envers les animaux, pour qu'il y ait une véritable possibilité de vivre dans ce monde dans une certaine harmonie. Voilà. Et s'il y avait une recommandation à faire, et c'est un très très grand virologue qui l'a dit, ce qu'il faudrait enseigner, ce qu'il faudrait dire à tous, aux enfants depuis l'enfance, c'est de lire, 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 lire la littérature, le roman. Si un grand spécialiste a dit que si chaque personne lisait 3 romans par semaine, le monde sera sauvé. Alors, nous avons à le sauver, donc lisez. Et les écrivains écrivaient. Tu nous fais rappeler donc le directeur général de l'OMS qui disait test, test, test. Donc il faut dire. Oui, allez, nous allons conclure. C'est vrai que nous avons repassé donc ces récits d'épidémie qui se sont érigés comme un genre littéraire en soi. C'est une matière malléable. Tu as très bien décrit, Hélène, donc cette matière malléable à l'infini avec la peste de Camus. Donc de ce corpus riche, très divers, en écartant tout ce qui est anticipation, science-fiction, etc., ou littérature d'apocalypse, nous avons donc retenu donc la lecture de La peste de Camus. Nous avons, tu as aussi parlé, évidemment, Jean Giono, mais aussi Marcel Pagnol, Les pestiférés. Donc,
1977 du siècle passé. Jean-Marie Gustave Leclésio, La quarantaine, que tu as très très bien cité. Et j'ai un titre que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai trouvé que c'est vrai, il paraît que c'est extraordinaire, de Laura Kachishk, qui s'appelle En un monde parfait, écrit en 2009, il est récent. Bonheur contre virus. Donc, pour parler des relations, des relations donc, entre les individus. Merci beaucoup, Hélène. Donc, à partir de Barcelone, merci pour nous avoir consacré ce moment. Merci, Yahya Blassikri, à partir de Paris. Merci, Laurence, pour avoir organisé tout ça. Merci à tous nos amis donc, qui ont participé avec nous cet après-midi. Et donc, je vous donne rendez-vous très prochainement. On l'annoncera à travers donc, un lien de l'Institut français pour continuer donc, ce café littéraire dans donc, ces temps de confinement. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci à toi et merci à Laurence. Merci à tous d'avoir été. Et Bouziane, je t'écris. Chacun s'écrit et voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé. Merci à nos 3 participants et puis surtout, ça nous donne pas toujours une visibilité bien claire, optimiste et verdoyante. Hein. Donc il va falloir parce que là, travaillons pas plus. Il faut vraiment que la vie reprenne à fond avec des abrazos. Exactement. Plein de bisous pour tout le monde. Merci, au revoir à tous, à toutes. Au revoir. Allez, au revoir, merci. Merci, au revoir.